Bonjour, nous sommes le 25 octobre, vendredi, dernier jour de la semaine, dernier JT pour la rédaction. Voici les titres que nous allons développer. Ce week-end, il faudra reculer d'1 heure nos montres lancées afin de réaliser des économies d'énergie. La mesure est-elle encore efficace? Réponse à suivre. Amateur d'échecs à Montigny-le-Bretonneux, le club propose jusqu'à ce week-end son 12e tournoi d'automne et son premier tournoi de maître, la Dame Noire, qui fête cette année ses 25 ans. Et puis l'invité de cette édition, Laurence Cousin, adjointe à la direction Yvelines Information Jeunesse à Versailles. La structure qui accueille, conseille autour de l'emploi, des études, du logement est inquiète pour son avenir. Ce week-end, à 3 h du matin, dans la nuit de samedi à dimanche, nous passons donc à l'heure d'hiver. Un changement d'heure prévu au départ pour faire des économies d'énergie. Il est aujourd'hui remis en cause, notamment pour des dérèglements biologiques qu'il provoquerait. Élément de réponse avec Olivier Maniscalco. Le passage à l'heure d'hiver, c'est dans la nuit de samedi à dimanche. Comme chaque dernier week-end d'octobre, nous reculerons donc nos montres d'1 heure. Oui, mais au fait, à part gagner 1 heure de sommeil, à quoi ça sert le changement d'heure? Ils disent que ça fait des économies. Ouais. Mais je suis pas sûr. C'est pour une question d'économie de l'énergie. C'est parce que vu que les gens ils se lèvent à des heures où il y a l'éclairage naturel, etc., ça permet de ne pas utiliser l'éclairage des villes, je suppose. Soi-disant que c'était pour consommer moins le matin et le soir. Mais bon, je trouve que maintenant, voilà, ça n'a plus trop d'importance, quoi. Pas grand-chose à mon avis. Il fait nuit quand on se lève et quand on rentre, il fait nuit aussi. Donc on est obligé d'allumer la lumière. Donc du coup, il n'y a pas d'économie d'énergie pour moi. Mis en place en 1976, le passage à l'heure d'hiver permettait surtout à l'époque de baisser notre consommation de pétrole. Aujourd'hui, la donne a bien changé et les économies d'électricité réalisées sont de plus en plus modestes. Les équipements ont évolué avec l'introduction des ampoules basse consommation ou l'éclairage public réglé sur la nuit solaire. Mais pour certains, le passage à l'heure d'hiver est néfaste à notre santé, tout simplement parce que l'été prochain, processus inverse, nous devrons avancer nos montres d'1 heure. En ce qui concerne les enfants, il y a eu, les jeunes en général, il y a eu un chronobiologiste éminent allemand, le professeur Renneberg, qui dit que ça nuit à la maturité du cerveau de ces jeunes. Et quant à l'ensemble des personnes, eh bien, ça affaiblit la santé, ça a un coût pour la collectivité. Ce changement d'heure continue de faire débat. En Espagne, par exemple, le gouvernement réfléchit à une modification de son fuseau horaire afin de retarder les horloges de 2 heures. Tic-tac, tic-tac, les pendules sont loin d'être à l'heure. Et n'oubliez pas donc de reculer vos montres dans la nuit de samedi à dimanche. Les Yvelines comptent 500 entreprises de cosmétiques. C'est un secteur important. Et la Cosmétique Vallée, qui fédère plusieurs d'entre elles, a organisé cette semaine avec la Chambre de commerce un congrès, une première, olfaction et perspective. C'était la thématique. Utiliser les odeurs dans le domaine de la santé, du marketing, de l'environnement. Pourquoi pas? C'est une possibilité. Explication avec ce reportage de Claire Cambier sur des images de Jonathan Villeman. Les métiers liés aux odeurs ne se limitent pas à la parfumerie. C'est le message que souhaitaient faire passer les organisateurs du congrès Olfaction et Perspective qui se tenait ce jeudi à la Chambre de commerce et d'industrie. C'est aussi surtout de parler des nouveaux champs d'application de l'olfaction, parce que comme on l'a dit, c'était un sens qui a été pas mal oublié jusqu'à aujourd'hui, alors qu'en fait c'est un sens qui va nous permettre finalement de pouvoir ouvrir de nouveaux métiers, d'une grande ouverture en tout cas pour nos jeunes aussi, non seulement dans les métiers classiques de la parfumerie, de la cosmétique ou dans l'alimentaire, mais aussi on l'a vu dans le domaine médical, on le verra dans le domaine de l'environnement. Parmi les avancées présentées, la détection de maladies par les odeurs ou encore le lien entre émotion et odeur appliquée aux biens de consommation. Si on veut positionner un produit comme étant relaxant, une crème hydrantante comme étant relaxante, on pourrait aussi proposer un parfum qui aille dans ce sens-là émotionnellement pour renforcer et suggérer d'autant plus ce pouvoir, par exemple, relaxant de la crème. C'est un peu ça l'idée. Donc finalement, pour nous en tant que fabricants de parfums et d'arômes, c'est sélectionner nos produits en fonction de certains positionnements émotionnels finaux des biens de consommation et des produits de consommation. Les Yvelines représentent un territoire clé de ce secteur. 500 entreprises de cosmétiques y sont implantées, ainsi que l'école ISIPCA, créée en 1970 par Jean-Paul Guerlain lui-même. La région Île-de-France fait également partie de la Cosmétique Vallée, avec les régions Normandie et Centre. C'est d'abord un impact d'attractivité, c'est que dans le monde, il n'y a rien de mieux. Donc c'est un peu une Silicon Valley dans laquelle on crée en fait un mouvement qui associe à la fois la recherche, la formation, les PME. La Cosmétique Vallée représente 18 milliards de chiffre d'affaires et prévoit 1500 créations d'emplois d'ici 2015.
On passe à l'entretien de cette édition. L'invité, c'est Laurence Cousin. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Adjointe à la direction d'Yvelines Information Jeunesse. Votre structure, on en parle assez souvent sur cette antenne en raison des différentes actions que vous menez envers les jeunes autour de l'emploi, du logement, de la santé. Aujourd'hui, vous n'êtes pas là pour ça. La structure connaît des difficultés. On va regarder ce reportage d'Olivier Maniscalco qui a été réalisé hier lors de la journée de mobilisation de grève pour avoir quelques précisions. Et puis on en discute juste après. Très bien. Le bureau Yvelines Information Jeunesse en danger. C'est le message que ces salariés souhaitaient faire passer en manifestant ce matin dans les rues de Versailles. Même si le financement du bureau reste assuré par les collectivités, YIJ se heurte à un problème de taille. À compter du 1er novembre, les salariés n'auront plus de direction. Et plus de direction signifie qu'en tant qu'association, ils n'auront légalement plus le droit d'exercer leur mission. En tant que salarié, en fait, on n'a eu aucune information, aucun retour sur la suite, sur le devenir d'YIJ. On a lancé aussi une pétition justement pour qu'on soit soutenu par les partenaires, par les usagers, par les amis de l'information jeunesse en général et d'YIJ en particulier. Plus on aura de signataires, plus on aura un poids. La pétition lancée par Yvelines Information Jeunesse a récolté plus de 150 signataires. Selon Laurence Cousin, la DDCS des Yvelines a promis de se pencher d'un peu plus près sur le cas des 7 salariés du bureau, mais évoque un vide juridique sur ce dossier. YIJ espère être reçu par le Conseil général, un de leurs partenaires financiers. Pour rappel, le bureau assure une information aux jeunes du département concernant l'orientation, l'emploi ou le logement. Alors voilà, vous l'avez compris, le problème d'Yvelines Information Jeunesse, c'est ce manque de direction. Au 1er novembre, vous serez sans représentant, sans président pour Yvelines Information Jeunesse. C'est dans quelques jours. Comment vous êtes arrivé à cette situation et qui doit décider au final de cette désignation d'un président pour la structure ? Alors on va dire qu'effectivement ça a démarré certainement l'année dernière puisque l'ancien directeur et sa femme, ils fonctionnaient en couple, sont partis à la retraite. C'est eux qui sont à l'initiative de la création d'YIJ. Donc on peut imaginer effectivement que l'après a posé problème. On a eu une directrice effectivement, mais qui est restée moins de 6 mois. Elle a démarré en juillet, elle a démissionné début décembre. Notre président a démissionné le 24 mai dernier. Ça fait beaucoup de démissions. Hein. Ça fait beaucoup. Il y a une explication à ça ou alors, c'est un hasard ? Écoutez, en tout cas, il y avait le temps d'anticiper sur le devenir d'YIJ. Ça s'est pas fait. On a toutefois encore un bureau, mais ce sont 3 personnes qui sont démissionnaires, qui étaient démissionnaires déjà fin juin dernier, qui ont re-signé pour 3 mois supplémentaires, mais depuis, il ne s'est rien passé. Alors nous, comme vous le disiez, effectivement, la question c'est comment on peut faire. Ben, il nous faut absolument un président, puisqu'on est une association. Et qui va le désigner, ce président ? Alors, il y a des membres du conseil d'administration, qui ont été informés des difficultés d'Yvelines Information Jeunesse. Donc, ça peut être aussi un appel vis-à-vis de ces membres du conseil d'administration d'Yvelines Information Jeunesse. Je vous interromps, mais pour qu'on comprenne bien, ces membres du conseil d'administration, ce sont des partenaires financiers qui siègent au sein du conseil. Par exemple, on a entendu parler du conseil général comme partenaire financier. Alors, ils sont représentés au sein du conseil d'administration, bien entendu. Les décisionnaires pour désigner. Tout à fait. Il y a les partenaires financiers et puis après il y a le fonctionnement d'une association. Donc ces membres du conseil d'administration peuvent demander une assemblée générale extraordinaire parce que pour valider un futur président et un trésorier et éventuellement aussi un secrétaire général, il faut que ça passe par l'Assemblée, par un Assemblée générale, parce que nous, en tant que salariés, on ne peut pas faire ce genre de démarche. Quelle réponse on vous fait aujourd'hui ? Alors, effectivement, donc nous, on a été amenés à faire cette grève et cette pétition pour se faire entendre. Alors peut-être un peu tardivement, mais parce qu'on a cru que ça allait s'arranger. Parce que là, il vous reste une semaine. Hein. Et voilà, c'est ça, le degré d'urgence est extrême. Donc l'idée, ça a été d'être entendu auprès justement des partenaires. Alors on a été reçus. On a été reçus hier par la direction départementale de la cohésion sociale. Donc c'est vrai qu'ils se sont voulus rassurants. Ils nous ont écoutés, ils nous ont entendus, ils nous ont rappelé d'ailleurs ce matin. Donc ils vont essayer de voir parce qu'ils nous ont bien dit qu'effectivement il y avait une sorte de vide juridique et que concrètement nous on leur disait qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on peut continuer nos missions en novembre. Ils ne savaient pas. Donc au 1er novembre, vous ne pourrez peut-être pas continuer à travailler. En tout cas, Exactement. Vous ne savez pas, vous serez devant le fait accompli. Tout à fait. Vous ne serez pas payé. Comment ça va fonctionner ? On imagine que non. Enfin, on ne sait pas. Il n'y aura personne pour expédier les affaires courantes. Ou alors après, il faut lancer une procédure d'alerte, pareil que nous en tant que salariés on ne peut pas lancer.
et c'est un administrateur après qui prend la relève. C'est une structure qui existe aussi à travers la France avec différentes structures. C'est un réseau national. Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce qu'il y a des précédents sur ce type de situation? Est-ce que d'autres structures ont des difficultés aussi? Oui, alors il y a des difficultés. Effectivement, l'information jeunesse, pas dans son ensemble, mais certaines régions ou départements ont vécu déjà des difficultés parce que c'est effectivement un problème aussi politique. Tout dépend après de la politique jeunesse qu'on veut mettre dans sa ville, dans sa région, etc. Ce sont les responsables politiques locaux, pas au niveau bien national, entendu. mais oui, tout à fait, mais local. même au niveau national, puisque nos têtes de réseau, le CDJ, nous a soutenus hier lors de cette grève, et nous soutient aussi pour la pétition, parce qu'ils ont aussi connu des difficultés structurelles. Et au niveau, vous savez, la politique, c'est priorité jeunesse. Madame Fournéron, qui est la ministre en charge de la jeunesse, pour l'instant, n'a pas forcément reconnu à sa juste valeur l'information jeunesse au niveau national. Donc, à chaque niveau, il y a un moyen d'action. Nous, notre moyen d'action, ça a été en tant que salarié la manifestation et la pétition qu'il faut toujours continuer à alimenter par des commentaires sur l'utilité de l'information jeunesse et d'YJ en particulier. Donc sur le blog du CIDJ, cidjendanger.com, et on a créé aussi une page Facebook YJ en danger. Comment ça va s'organiser pour les prochains jours, la semaine prochaine, sur les 7 derniers jours? Vous allez continuer à aller travailler normalement en attendant cette date fatidique du 1er novembre? Et oui, nous assurons jusqu'au bout nos missions d'accueil du public. Ça c'est pour nous notre valeur ajoutée, c'est l'accueil du public. Malgré tout, en parallèle, on va continuer à solliciter et informer le plus grand nombre de personnes possible sur les difficultés qu'on vit, parce qu'on n'a pas assez communiqué sur ces difficultés. Et aujourd'hui, vous attendez une réponse du conseil d'administration? Exactement, tout à fait. Exactement, on espère vraiment avoir des représentants légaux pour continuer nos missions au mieux. Et on fera un point la semaine prochaine pour voir si vous avez été entendu. Écoutez, avec grand plaisir. La bienvenue pour revenir faire un petit bilan de cette mobilisation. Merci à vous. Merci beaucoup. Je rappelle donc, Evelyne, information jeunesse est toujours menacée, on va dire presque de disparition. 1er novembre, en tout cas, il n'y aura plus de direction. La pauvreté qui progresse, cela concerne aussi les seniors. C'est le constat du Secours populaire des Yvelines qui vient d'organiser son congrès annuel. Une paupérisation dont on parle finalement assez peu, les seniors ayant parfois honte de solliciter des aides. Pascal Rodier, responsable de l'association dans les Yvelines, était l'invité du journal lundi. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention. On a un petit peu plus de 10% du public qui a plus de 60 ans. Et ça, il y a 4-5 ans, en fait, on ne voyait pas à cette proportion-là. Et comment ça s'explique alors, cette évolution? Est-ce qu'il y a une explication à donner? Contexte économique difficile, des retraites trop faibles? La précarisation des parcours professionnels qui fait que, en fait, de plus en plus, les gens n'ont pas leur trimestre et sont au minima de la retraite sécu, en fait. Et quand vous êtes sur des périodes de votre vie où vous n'avez pu travailler, où les indemnités ont baissé, ça fait que, par exemple, vous n'avez pas pu accéder à la propriété, vous restez locataire, donc avec des charges financières qui ne sont pas pareilles que quand vous avez payé. Et puis les loyers qui continuent à augmenter, et voilà, il faut toujours le payer. Alors qu'en général, quand on arrive à la retraite, on est plutôt, quand on a pu être propriétaire, ça simplifie la vie. Ouais. En fait, il faut avoir la chance de pouvoir accéder à la propriété déjà avant 40 ans, sinon après ça se complique fortement. Et il y a aussi, je pense, alors ça c'est un constat un peu pas scientifique, mais que l'on mesure comme ça, c'est l'éclatement des structures familiales complique aussi à des rebonds aussi bien dans les âges les plus jeunes pour les enfants que sur les générations au-dessus, parce que quand la famille devient monoparentale, souvent on enclenche une solidarité familiale. Les parents des parents, donc nos aînés, sont souvent mis à contribution, et tout ça tend les budgets un peu de tout le monde, quoi. Ça fait partie des populations qui, sociologiquement, déjà sont souvent plus discrètes et deviennent invisibles. On a, en règle générale, je ne veux pas non plus, hormis ceux qui font du bénévolat au Secours populaire ou dans d'autres associations, mais je le dis en souriant, mais en même temps c'est sérieux, souvent pour des personnes qui ont quitté la vie professionnelle, on se désanonymise en faisant du bénévolat, et la grosse difficulté pour les personnes âgées, c'est que souvent c'est un isolement physique, social, qui limite aussi la perception par les travailleurs sociaux. Il y a une réticence aussi, et puis
c'est une question de dignité. Je veux dire, si vous avez travaillé, élevé des enfants, que vous arrivez à un âge mûr et que vous subissez le fait d'avoir à vous adresser à une structure pour pouvoir manger ou faire des activités sociales, culturelles, partir en vacances, mais quelle dégradation de l'image personnelle ça peut représenter, c'est terrible en fait. Les seniors, nous en avons également parlé cette semaine sur notre antenne dans le 7-8 L'Actu avec Olivier Delaporte, conseiller général des Yvelines, qui pilote en ce moment la Semaine Bleue, une semaine dédiée aux personnes âgées qui existe au niveau national et qui permet en local de faire connaître les actions qui sont menées. On écoute Olivier Delaporte et on se retrouve juste après pour la suite du 7-8 L'Actu de ce vendredi. Et dans le département des Yvelines, est-ce que vous constatez aussi cette poussée de nos aînés? Ils sont de plus en plus nombreux. Oui, on la constate. Et je dirais le département des Yvelines est en Île-de-France un des départements avec l'Essonne qui va connaître, d'après les prévisions des spécialistes, une des plus fortes poussées, augmentation du nombre des personnes âgées. Et ça, c'est un élément qui est très important. Alors c'est une bonne chose, d'abord. On vit plus âgé, on vit mieux plus âgé, et c'est un élément dans la vie qui est essentiel. Mais ça pose des questions d'accueil, des questions d'accompagnement, des questions d'appui, de soutien auprès des familles, auprès des aidants familiaux, de professionnalisation des métiers d'aide à la personne, qui exige évidemment l'effort des professionnels et du Conseil général, bien entendu. Quel est le budget justement consacré par le Conseil général? Une centaine de millions à l'autonomie, dont 60 millions aux personnes âgées et 40 millions aux personnes en situation de handicap. Alors, dans les 60 millions pour les personnes âgées, je dirais 40 millions, 35 à 40 millions pour les personnes âgées à domicile et 40 millions pour les personnes âgées en établissement. Et dans le cadre de la Semaine Bleue, cette semaine dédiée donc aux personnes âgées, il y avait plusieurs manifestations. Parmi ces différentes manifestations pilotées par le Conseil général des Yvelines, un spectacle éducatif sur les dangers de la route, les personnes âgées au volant. C'était à la Verrière. Yolène Torres, Patrick Jacques de Dixmude ont assisté à la représentation. Alors, depuis combien de temps conduisez-vous? Depuis que j'ai eu 9 ans et demi. Ça fait 90 ans maintenant. Retour quelques années en arrière pour ces seniors. À la Verrière, ils révisent quelques règles de bonne conduite au volant à travers un spectacle interactif. Vous aussi, vous conduisez depuis longtemps? Oui. Voilà, donc puisque nous sommes tous les deux des conducteurs seniors, nous allons vérifier notre vue ensemble avec le public. Qui porte des lunettes ici? Alors voilà donc des personnes qui pourront participer. La prévention routière, un sujet parfois difficile à aborder avec les personnes âgées. Le fait de ne plus pouvoir conduire représente souvent pour elles une perte d'autonomie supplémentaire. Ils ont parfois du mal à comprendre que malgré l'autonomie physique qu'ils peuvent avoir à conduire encore leur véhicule, cela peut représenter un danger pour eux-mêmes mais également pour les autres. Donc l'idée c'est vraiment de les sensibiliser aux dangers de la route, ce qu'ils pourraient rencontrer, mais aux dangers qu'eux-mêmes pourraient représenter. Et là, c'est la pluie, c'est la douche. Alors que faites-vous? Certains ont redécouvert quelques règles du code de la route. Vous conduisez à 90 ou vous arrêtez votre véhicule. C'est vrai que j'ai appris des choses que j'avais sûrement oubliées ou que je ne connaissais pas tout simplement. Les choses ont changé depuis 44 ans de permis de conduire. D'autres, en revanche, insistent. Ils sont âgés, certes, mais ne perdent pas pour autant leur savoir-faire. Dans l'ensemble, ça fait quand même 40 ans que j'ai mon permis. Je n'ai jamais eu de problème. C'est vrai que c'est important. Disons, je pense que dans l'ensemble, les retraités restent quand même dans le coup. Malgré quelques lacunes, dans l'ensemble, je pense qu'on arrive à suivre le code de la route quand même, à peu près, quoi. Ce spectacle était organisé dans le cadre de la Semaine Bleue. Elle se termine ce dimanche. Faut-il repasser son permis après un certain âge? La question est taboue en raison sans doute de pas mal d'idées reçues, mais aussi par crainte de discrimination. Qu'en pensez-vous? En tout cas, c'est notre question du jour. On vous écoute. Je pense que ce serait tout à fait normal quand même, parce qu'on arrive à un certain âge, on n'a plus les mêmes facultés, on n'a plus les mêmes réflexes que quand on est plus jeune. Ah oui, parce que certaines personnes arrivent à un certain âge où ne maîtrisent pas
tout ce qui est visuel, l'audition. C'est selon aussi les facultés qu'on a encore, la possibilité, les mouvements, les gestes, enfin les réflexes, tout ça. C'est sûr, passer des tests, oui, c'est sûr, sans interdire si vraiment la personne a envie de conduire. Pas forcément une limite d'âge, mais en tout cas un suivi plus important, plus régulier. Il faut surtout une surveillance médicale, quel que soit l'âge, parce qu'il y a des plus jeunes qui sont sous médicaments, qui sont dangereux, mais des personnes âgées qui sont très dangereuses, effectivement. À partir d'un certain âge, il faut vraiment surveiller de façon bien régulière, à mon avis. En bref, Alexandre Costanzo, 20 ans, devait comparaître ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Versailles pour son implication dans les émeutes de Trappes en juillet dernier. Le jeune homme est accusé de violence, de rébellion à l'encontre de 3 policiers dans la nuit du 19 au 20 juillet. Lui évoque une bavure, des coups et des insultes également. Seulement, le procès n'a pas eu lieu. Il a été reporté. C'est la seconde fois. L'affaire est jugée trop complexe. C'était une audience intermédiaire pour faire le point qui se tiendra maintenant le 5 février. Et puis, j'ajoute que le procès d'un autre émeutier de Trappes qui avait aussi été reporté doit s'ouvrir le 30 octobre. Nous aurons bien sûr l'occasion d'y revenir. Restez avec nous la semaine prochaine pour le 7-8 L'Actu. Loisirs, sport, pour conclure ce journal avec un tournoi d'échecs, le tournoi de la Dame Noire, le club de Montigny-le-Bretonneux qui fête ses 25 ans en 2013. Pour l'occasion, le traditionnel rendez-vous de l'automne a été couplé à un nouveau rendez-vous entre maîtres, c'est le titre consacré. Voici le reportage d'Anthony Reich. Julien Saada participe au tournoi des maîtres pour tenter de décrocher sa première norme. En langage courant, gagner 6 matchs sur 9, notamment contre des joueurs titrés au rang de maître international, ce qui lui permettra d'obtenir le rang de maître à son tour après 3 normes réussies. À l'issue de 5 rondes, le joueur charentais s'est imposé une fois et a concédé 4 matchs nuls, dont une 5e partie donnée sur une erreur de jeunesse. La partie d'hier est très frustrante, faut l'oublier, parce que j'étais complètement gagnant et j'ai fait que match nul. Donc voilà, un peu déçu d'hier, mais il faut absolument faire abstraction de ça et puis aujourd'hui essayer de gagner, quoi. On peut jouer jusqu'à 5 heures, 6 heures pour une seule partie. Et puis quelquefois on est très bien sur l'échiquier et puis la fatigue, un manque de concentration fait qu'on fait une petite erreur, ce qu'on appelle une imprécision, et tout de suite en fait la partie elle peut se retourner et puis on perd la partie, quoi, alors qu'on était très bien sur l'échiquier. Le joueur de La Rochelle a bien réagi en remportant sa 6e ronde face à un autre Français, Julien Lamorel. Et comme dans tout sport stratégique qui se respecte, les maîtres n'arrivent pas comme des fleurs sur l'échiquier. Les maîtres, eux, se préparent des jours, voire pour certains des semaines à l'avance par rapport à leurs adversaires. C'est-à-dire qu'ils vont regarder sur Internet quels sont les résultats des matchs précédents de leurs adversaires pour pouvoir justement se préparer au mieux. Et donc effectivement, après, quand il y a vraiment une différence de niveau, on se dit, bon, là, je vais faire 0 points. Et puis par contre, on essaie de se bâtir un tableau de marche pour avoir le nombre de points nécessaires. Sur ce premier tournoi international des maîtres, 10 joueurs s'affrontent pendant 9 jours. Les dernières parties se joueront ce dimanche. Fin de ce journal, bon week-end. Je vous retrouve lundi en direct dès 18h.